Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je sais que on est en pleine période d'examen, donc pour les étudiants, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on va favoriser la qualité à la quantité. Donc merci beaucoup d'être là. Et puis on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de la transition plastique. Et puis donc je vais vous parler du déroulement de la conférence. Donc d'abord, moi, je vais vous présenter le projet Flow et puis les résultats que j'ai obtenus. Ensuite, il y a les étudiants de génie informatique qui vont pouvoir vous parler du développement de l'application mobile pour la science participative. Ensuite, on aura l'intervention de Jean-François, ici présent, qui clionne. Et puis à 16h30, on aura une petite session entre nous pour, voilà, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Donc déjà, en premier temps, je remercie tous les intervenants aujourd'hui, que ce soit les 6 étudiants, merci beaucoup d'être là. Et puis Jean-François, merci de ta présence. Alors Flow, pour vous expliquer, le départ de Flow, ça a commencé en 2021 lors d'une conférence où c'était une conférence autour des microplastiques et du plastique qui m'a beaucoup sensibilisé. Et on se posait la question sur le futur du plastique et quels sont les dangers des microplastiques qu'on ne connaissait pas bien. Alors on a décidé avec mon ami Elmo de créer un projet le temps d'une année entre notre bachelier et notre master. On est parti pendant à peu près 8 mois autour de l'Europe pour mieux comprendre la pollution plastique et puis essayer de trouver peut-être des solutions ou de mettre en avant les solutions existantes. Donc Flow, c'était un projet qui relie le social, l'environnement, les sciences, le tout au service des eaux et des océans. L'idée, c'était vraiment d'avoir une meilleure visibilité aussi sur les solutions qui existent déjà et puis apporter notre pierre à l'édifice en faisant de la collecte par rapport à la pollution plastique. Donc, je vous ai dit, c'était une expédition européenne. On a traversé 24 pays pendant 8 mois. On a fait beaucoup de rencontres, que ce soit des chercheurs, des activistes luttant justement contre la pollution plastique et puis n'importe quel entrepreneur, organisation qui ont déjà aujourd'hui créé des alternatives au plastique. On a parcouru 35 000 km et fait une soixantaine de prélèvements, 61. Alors, on avait plusieurs objectifs en partant. Le premier était de collecter des informations, des données par rapport à la pollution plastique en général. Le deuxième était de donner une nouvelle visibilité via nos réseaux sociaux, notre site web, puis tous les petits ateliers qu'on a organisés, et aussi un documentaire qui est en cours qui est en cours. Et le dernier objectif, donc, c'était de rencontrer toutes ces personnes, ces acteurs qui sont à la recherche de solutions et des alternatives pour le plastique. Résultat, on a donc effectué 61 prélèvements. Vous pouvez voir ici sur la carte. Il y a une stratégie qui a été mise en place où on faisait 5 prélèvements sur un fleuve. On essayait de faire avant la grosse ville, après la grosse ville, un à l'embouchure, un entre l'embouchure et la fin de la grosse ville, et puis un dans la mer, pour essayer d'avoir une vision sur la dégradation et le cycle de dégradation du plastique au cours du fleuve. Et donc tout ce processus scientifique, comment on l'a construit, c'est grâce à la rencontre de Jean-François, qui est ici présent, avec qui on a discuté justement, et puis on a créé ce côté scientifique de Flow. On utilisera le protocole OSPAR, qui est un protocole européen, pour justement se renseigner sur la pollution plastique. Alors, au niveau des sciences participatives, on a commencé à créer un réseau de vannes qui participent donc à la science en effectuant le même protocole scientifique, en effectuant des prélèvements. On a organisé une clean-up avec plusieurs organisations en Grèce. Vous pouvez voir, c'était l'image du milieu où on a récolté pas mal de déchets. Et puis des prélèvements collectifs, donc avec des plus petits collectifs dans plusieurs villes, que ce soit en Serbie, en Italie et dans d'autres pays, où on a été avec ou les étudiants ou des adultes faire les prélèvements sur les plages ou les berges. Il y a même un groupe d'étudiants qui est parti en Bolivie, des amis à nous, et qui travaillaient justement sur le lac Titicaca, pour ne pas dire de bêtises, et ils ont fait un prélèvement là-bas avec les locaux. Donc, c'est un peu anecdotique, mais pour dire qu'on continue. Sur le chemin, donc, on a rencontré énormément de personnes.
On a fait pas mal d'interviews justement pour renforcer le documentaire, pour sensibiliser le grand public, notamment donc des chercheurs, des associations, puis aussi des entrepreneurs. Pour vous donner quelques exemples, il y a Nomad Surfing, ici qui est une association, une entreprise qui crée donc du matériel de surf, soit recyclé, soit ils ont réfléchi la conception de planches de surf dans le but de, une fois que ta planche de surf est terminée, de pouvoir réutiliser les matériaux et de pouvoir détacher les différentes couches d'une planche de surf facilement. Et puis sinon, il y a des chercheurs, que ce soit chez Surfrider, Tara ou Marta, qui est une biologiste italienne qui travaille dans la microbiologie, dans les planctons, avec qui on a pu beaucoup discuter par rapport à l'impact du plastique et les planctons. On a fait pas mal de sensibilisation, donc on a pu faire plusieurs ateliers dans des écoles, surtout dans les pays de l'Est où c'était plus facile, plus accessible, où les étudiants généralement avaient très peu d'intérêt par rapport à la pollution plastique, où on leur posait par exemple la question aux étudiants de nos âges, ce qu'ils utilisaient comme verre pour faire leur fête, et ils utilisaient les Red Cup en général. Et c'est pas parce qu'il n'existait pas genre des verres réutilisables en plastique, c'est juste par pure flemme, comme ils disaient. Et donc on a essayé de les sensibiliser, et on sait que ça a fonctionné, parce qu'un mois après être passé, on a eu des retours des professeurs qui nous ont dit qu'ils parlaient encore de nous. Donc on voit que même en passant chez les jeunes, on arrive à avoir un impact. Puis on avait aussi fait dans les mouvements de jeunesse, donc avec des plus jeunes, des enfants de 8 à 12 ans. Et puis avec les plus vieux aussi, donc des petites micro-conférences, des ateliers avec plusieurs fondations qui nous ont accueillis, notamment le Rotary. Alors pour la méthode, je vais vous laisser, donc c'est la méthode OSPAR qu'on a utilisée. Je vais vous laisser une petite vidéo, c'est un tutoriel que j'ai réalisé justement avec Martha, la biologiste, qui est illustratrice aussi, pour vous expliquer comment fonctionne le protocole. Bonjour et bienvenue au protocole OSPAR, présenté et illustré par Flo et Posé. OSPAR vient de la convention Oslo-Paris de 1951. Cette convention a pour objectif de protéger le nord-est de l'Atlantique. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur le terrain et trouver un endroit praticable, accessible pour réaliser le protocole. Le lieu de prélèvement doit au mieux mesurer 100 mètres et au minimum 30 mètres. Il vous faut trouver ce qu'on appelle la laisse de mer ou la laisse de berge, le lieu de dépôt de la dernière marque. On y retrouve souvent les bois morts, des algues et évidemment beaucoup de déchets. Une fois cette dernière repère, vous devez faire une description générale en vidéo du site et des activités aux alentours. Longez ensuite les 100 mètres d'étude afin d'observer grossièrement les déchets. Il est temps d'enfiler vos gants de sécurité, de prendre votre seau et de ramasser tous les déchets plus grands que 2,5 cm. Il vous faudra également répertorier tous les déchets récoltés sur votre téléphone ou sur une feuille blanche afin d'ensuite remplir la banque de données. Vous devez ramasser ces déchets le long du linéaire et à maximum 2 mètres de celui-ci. Il vous faut également les peser grâce à un pèse-valise ou une balance. Après avoir ramassé les macro-déchets, vous passez à la collecte des micro- et mésoplastiques. À l'aide de votre quadra, vous prélevez dans une zone délimitée de 50 cm sur 50 cm tous les plastiques en utilisant une pince à épiler. Faites attention de séparer les méso- et les microplastiques dans 2 contenants différents. N'oubliez pas de toujours prendre note de chaque déchet en précisant leur couleur, leur souplesse, s'ils sont anguleux ou plutôt sphériques. La taille diffère entre les mésos et les micros. En effet, les mésos sont des plastiques entre 2,5 cm et 0,5 cm, alors que les micros sont des plastiques mesurant en dessous de 5 mm. Vous devez réaliser ce prélèvement 4 fois le long du linéaire en essayant de les séparer de la même distance afin d'obtenir une vision réelle de la pollution sur le site. Par exemple, nous vous conseillons de vous poser vos quadrats à 0, 25, 50 et 75 mètres. Une fois tout ce plastique ramassé, vous pouvez jeter les macro-déchets et rentrer avec les micro- et mésoplastiques. Chez vous, ouvrez le document Excel BDD banque de données et vous pouvez commencer à le remplir. Vous devrez par la suite prendre une photo des mésos et des micros à côté d'une règle afin de pouvoir observer leur taille. Après avoir rempli la BDD, n'oubliez pas de l'enregistrer sous BDD, le numéro du site et son nom.
Ensuite, envoyez-le à l'adresse suivante: forlivingoceans@gmail.com. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, donc ça c'était exactement le protocole expliqué qu'on a utilisé, que ce soit sur les berges ou le littoral. Ce qu'on a vite remarqué, c'était que sur les berges, c'était plus compliqué d'avoir un linéaire de 100 mètres. Bah, forcément, il y a moins d'étendue, il y a généralement, c'est moins accessible aussi. Et donc, pour en venir aussi sujet du jour, dans le cadre de mes études, avec la supervision du professeur Wilkinson, puis l'aide de Oussam, j'ai réalisé donc les premières analyses des résultats qu'on a eu avec Flo. Donc ici, pour vous rappeler, donc on a étudié donc les 55 prélèvements. On en a fait 61 en tout, mais malheureusement, il y en a certains qu'on a dû avec soit qui n'ont été pas enregistrés et analysés au laboratoire, soit qui ne sont pas utilisables par la suite. Alors dans un premier temps, j'ai dû nettoyer les données. Dans quel sens? C'est que le protocole OSPAR, pour avoir une première vue sur la banque de données qu'on doit remplir, donc ça c'est juste pour les macroplastiques, vous voyez qu'il y a énormément de sous-catégories. Donc c'est pour pouvoir enregistrer un maximum d'items différents. Le problème c'est que pour les analyser, on a trop peu de données et trop peu de points de prélèvement pour pouvoir après les analyser et avoir quelque chose de consistant, de concret. Donc on les a rassemblés dans les plus grosses catégories, qui sont ici à droite. Et ça nous a permis justement d'avoir une vision plus globale et puis des résultats un peu plus consistants. On va commencer par les macroplastiques. Les macroplastiques, donc tout ce qui est plus gros que 2,5 cm, donc tout ce qui est plus gros qu'un mégot en général. On a dû commencer par faire une extrapolation parce que, donc, comme je vous expliquais, sur pas mal de berges, on n'a pas pu faire 100 mètres. Et pour pouvoir comparer les données entre elles, on a extrapolé, donc on a fait en sorte que tous les transects fassent 100 mètres. Donc pour ça, on passe d'un total de déchets ramassés, on était à 6739, ça c'est ce qu'on a ramassé en macro-déchets. Et en faisant l'extrapolation, on arrive à 12 129. On voit là déjà qu'il y a potentiellement pas mal d'erreurs. Mais pour pouvoir les comparer, on était obligé de faire cette extrapolation. Néanmoins, on voit ici, donc à gauche, le graphique, vous voyez le graphique sans correction, donc sans extrapolation, et puis celui à droite avec l'extrapolation. Vous voyez que la tendance par rapport au type de déchets ramassés est la même. Donc c'est pour ça que ça nous a permis de dire qu'on pouvait continuer à faire les analyses. Alors sur les macroplastiques, en général, qu'est-ce qu'on retrouve? Les macrodéchets, on retrouve beaucoup, donc ici 81% de plastique, de verre, et puis du textile, un peu de papier et un peu de métal. Mais donc on voit quand même qu'il y a la plus grosse partie représente du plastique. Ici, vous voyez le classement des items qu'on a retrouvés. Donc le plus, c'est généralement les fragments de plastique. Il faut savoir que le protocole OSPAR, pour définir un item, il faut qu'il soit entier. Donc par exemple, si on avait la moitié d'un sac plastique, on a dû dire que c'était un fragment de plastique, même si on pouvait le deviner. Et la même chose pour des objets en verre, par exemple. Et puis voilà, énormément de fragments de polystyrène. Et les cotons-tiges, pour une petite anecdote, dans l'environnement, on retrouve juste le bâton de plastique du coton-tige. Et au tout début, quand on ramassait ça, on appelait ça les bâtons de sucette, parce que ça ressemble vraiment à un bâton de sucette. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était les cotons-tiges. Donc pour commencer, on va s'intéresser à un seul fleuve. On va analyser un fleuve, analyser toutes les données qu'on a sur un fleuve pour pouvoir après le réappliquer sur les autres fleuves rapidement. Donc on a d'abord étudié la Seine. Il faut savoir que pour une partie des prélèvements, on est repassé derrière les points de la mission de Tara Océan, qui est une fondation qui travaille également sur les pollutions marines. Et on a été spécifiquement sur les mêmes points de prélèvement pour après pouvoir les comparer. Il se trouve que là, c'était les premiers points, et c'est des points où on est repassé derrière Tara, dans la Seine. Donc on peut voir ici, globalement, ça reste toujours du plastique, et puis quand on trouve autre chose, c'est un peu anecdotique. Ici, pour avoir
une meilleure visualisation, la grosseur des points correspond à la quantité de déchets retrouvés sur les points de la Seine. Donc vous voyez que voilà, on ne peut pas tirer de conclusion pour l'instant, mais que au niveau de la mer, on a retrouvé plus de déchets. Il faut savoir que des erreurs possibles, c'est notamment sur la Seine, il y a certains points de prélèvement, comme là on passait derrière Tara, on était obligé d'aller à un certain endroit, et notamment un des points de prélèvement où il y avait énormément de rochers, on a fait des recherches, donc on a tout ramassé entre les rochers, donc forcément on a moins trouvé de déchets que sur une plage de sable par exemple. Donc ensuite, on peut l'appliquer, ces recherches sur les 12 fleuves pour un peu avoir une première visualisation sur un classement entre tous les fleuves qu'on a fait, dans lequel on a trouvé le plus de déchets, lequel on a trouvé le moins de déchets. Oulu, c'est en Finlande, et puis le Tage, c'est au Portugal. Donc on peut voir, et par nous, c'est en Estonie, que on pourrait dire que peut-être que les pays du Nord, on trouverait moins. Mais de nouveau, on n'a pas assez de données pour tirer des conclusions trop hâtives. Et en règle générale, de nouveau, c'est le plastique qu'on retrouve et qu'on ramasse en grande quantité partout. On a aussi essayé de faire une visualisation donc, avec la carte, comme pour la Seine, sur tous les fleuves. Voilà, pour essayer de voir s'il y avait une corrélation entre certains points. Donc si entre les points des embouchures, on retrouvait plus ou moins la même quantité, mais malheureusement, entre chaque fleuve, on n'a pas trouvé de correspondance pour le moment, ce qui est sûrement dû au manque de données ramassées. On va passer au mésoplastique. Donc, le mésoplastique, c'est un déchet qui est donc plus petit qu'un mégot, mais plus grand que 0,5 cm. 0,5 cm, ça correspond plus ou moins à une bille de pistolet à billes, si ça vous dit quelque chose, une petite bille de polystyrène. Ça, c'est la taille d'un microplastique. Donc tout ce qui va être plus gros que ça, que 0,5 cm, et plus petit qu'un mégot, ça correspond au mésoplastique. Et donc, comme vous avez vu dans le protocole, pour les mésoplastiques et les microplastiques, on utilisait des quadras. Donc c'est un carré de 50 cm sur 50 cm, dans lequel on va ramasser juste à la surface les mésos et les micros. Et là, pour pouvoir l'étudier, de nouveau, on fait une extrapolation pour savoir combien on en retrouve sur 100 mètres. Et donc, je suis parti du principe que on en a trouvé pour 150 cm, parce qu'en général, on fait 3 quadras, voire 4. Et donc, voilà, on a fait cette extrapolation-là. Vous voyez que les mésos qu'on retrouve sont surtout du polystyrène. Ça va être vrai aussi pour les micros. Et puis après, c'est des fragments plastiques. En méso, c'est vraiment des mésoplastique, et micro sera aussi des microplastiques. Et on en retrouve en grande quantité. De nouveau, le classement par fleuve, vous pouvez voir que ça bouge un petit peu, mais il n'y a pas un fleuve qui, vous verrez aux conclusions, qui ressort en mode le fleuve où on a retrouvé le plus de déchets. Et là, vous avez le classement avec les fleuves et le nombre de mésos retrouvés. On passe au microplastique. Donc, comme vous pouvez le voir là sur l'image, c'est vraiment des petites billes qu'on appelle des larmes de sirène, des petites billes comme ça, qui correspondent vraiment à... Elles ne sont pas là. On ne sait pas ce qu'on a retrouvé le plus, mais c'est les larmes de sirène, on en retrouvait pas mal, on peut en retrouver de toutes les couleurs. Et en fait, les larmes de sirène, c'est la première forme du plastique industriel. Donc pour former des bouteilles, n'importe quel objet en plastique, généralement, ce qu'on va retrouver chez les industriels, c'est des petites billes de plastique qu'on va pouvoir faire fondre facilement. Donc voilà. Mais ce qu'on retourne à retrouver le plus, c'est ce qu'on a ramassé le plus avec nos pinces à épiler, c'était des petites boules de polystyrène. Ah oui, les billes de plastique, donc c'était le deuxième qu'on a retrouvé le plus. Les granulés, ça représente les larmes de sirène. Donc ici, de nouveau, pour pouvoir comparer après, ensuite les trois, un classement des fleuves par rapport aux microplastiques ramassés. On voit que cette fois la Seine en premier. Et enfin, les critiques et conclusions. Donc, ce qu'on a plus retrouvé, c'est le plastique, évidemment, 83% de plastique partout. Les trois matières qu'on retrouve le plus, le plastique, le polystyrène et le verre. Il faut savoir que il n'y a pas de source sûre, mais en général, le plastique met entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines d'années à se dégrader, le verre encore plus.
Donc c'est assez inquiétant. Puis alors les fleuves, vous voyez ici, j'ai mis les 3 types de déchets avec les fleuves, les 3 fleuves où on retrouve le plus de déchets. On voit que le Rhône, on a retrouvé pas mal de méso et de micro, mais il ne fait pas partie des 3 macros. Donc en fait, on n'a pas, avec le manque de données, j'ai pas réussi à faire encore les corrélations entre les tailles, les différentes tailles de plastique, les différents types de plastique. Et puis surtout, il y a pas mal d'erreurs, notamment avec l'extrapolation sur 55 prélèvements, qui malheureusement nous permet pas de faire de grosses conclusions. Et donc l'objectif, ça va être d'augmenter ces données, et notamment par la science participative. Voilà, ici vous voyez donc la conclusion, c'est que l'analyse donc qualitative, il y a une similarité, on retrouve surtout du plastique. Et puis quantitative, malheureusement, on ne peut pas faire de conclusion là-dessus, tout est trop différent. Tout ça pour sensibiliser, pour se rendre compte de la réalité des choses, et puis pouvoir sensibiliser pour pouvoir changer le comportement du consommateur en général. Pour ça, il y a 5 règles qui existent, on appelle ça les 5 R. On peut réduire, réutiliser, recycler, réparer ou même refuser dans certains cas. On sait que selon certaines études, 80% des déchets proviennent de la Terre. Et ce qu'on dit souvent, c'est que les solutions, elles aussi, viennent de la Terre. Pour le futur de Flow, Flow est devenu une association en octobre 2023. Notre but est de continuer à collecter des informations sur le micro, macro, méso, plastique en général, pour pouvoir trouver des solutions peut-être plus efficaces à long terme pour le plastique. Puis notre but, c'est vraiment que tout le monde se rende compte que c'est un réel problème aujourd'hui et que tout le monde peut avoir sa propre part d'engagement, même au quotidien, même si c'est à petite échelle. La prochaine expédition pour Flow, donc le but c'est que d'autres étudiants aient l'opportunité de partir. Et là, le 1er mai, il y a Jeanne et Valentine qui partent pour 1 mois et demi. L'idée est de donc augmenter la sensibilisation par rapport à la consommation plastique. Notamment, elles ont créé un atelier de sciences participatives qui s'appelle le Surf Day, où ils commenceront par faire un protocole OSPAR avec des enfants, puis des jeux ludiques par rapport à la pollution plastique, et enfin un goûter 0 déchet. Et ça, elles vont le répliquer 3 à 4 fois le long des côtes atlantiques. Donc, voilà pour la suite, pour la prochaine expédition. Et puis au niveau des sciences participatives, pour pouvoir justement augmenter le nombre de données, pour avoir des meilleures conclusions et une plus grosse banque de données, on a créé avec l'aide des étudiants de génie informatique ici présents l'application Flow qui servira justement pour cette science participative. Mais je ne vous en dis pas plus, je vais leur donner la parole maintenant pour qu'ils puissent la présenter et mieux vous l'expliquer. Merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas un micro, hein? Ah, c'est juste pour le... Ah, parfait. Juste l'accrocher. Ah. Je vais le tenir. Ok, donc je vais essayer de parler fort. J'ai pas une voix très portante, donc je vais m'approcher un petit peu plus. Mais du coup, nous, on est les étudiants de génie logiciel à l'Université de Polytechnique qui ont accepté en fait de participer au projet de Pablo. Donc, on avait le choix pour notre projet de fin de session de travailler sur une application. Et puis, on a tous en fait connecté avec la mission de Pablo. Et donc, on a décidé de travailler là-dessus pour le reste de des 3 derniers mois. Du coup, la problématique qui nous a été présentée, c'était de pouvoir faciliter un peu l'entrée des données. Donc là, vous vous rappelez un peu dans le protocole SPAR, Pablo vous a brièvement expliqué que durant le protocole, vous devez
prendre des notes dans un papier et puis ensuite de ça rentrer chez vous et remplir la BDD qui en fait correspond à un fichier Excel qui comprend plus de 1150 cellules et qui peut prendre en général un temps fou à remplir, environ 2 heures. Donc l'idée c'était de rendre ça beaucoup plus utile parce qu'en fait on a très vite constaté avec Pablo que ça limite la participation des gens puisque peu de personnes veulent faire le protocole et puis après se taper 2 heures à la maison à rentrer des informations sur un Excel. Et donc, la solution sur laquelle on s'est penché, en fait, la question sur laquelle on s'est penché, c'était comment simplifier et accélérer la collecte de données pour tous. Et puis, la solution qu'on a proposée avec Pablo, c'était de déjà privilégier une stratégie mobile. Donc, tout le monde a un téléphone cellulaire et c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre vie. Et donc, utiliser ce téléphone cellulaire durant le protocole SPAR pour, en fait, rendre la saisie de données plus rapide. Ensuite, c'était de mettre en place des features comme la collecte collaborative. Donc, ça serait en fait un groupe d'étudiants, un peu comme ce que Pablo expliquait, qui serait en fait en train de faire une seule même collecte, mais en fait sous le même fichier Excel. Et du coup, donc, avoir un nombre plus élevé d'intervenants dans un même site, ça rend en fait la collecte plus rapide et plus amusante aussi parce qu'on est en groupe, on n'est pas tout seul. Et aussi de permettre d'automatiser un maximum tout ce qui était saisi, on va dire, que votre téléphone peut faire. Par exemple, la date, la géolocalisation, les marées, etc. Donc des informations qu'on est capable nous-mêmes de trouver à partir de votre lieu. En fait, on va juste les chercher avec des API. Enfin, ce qui a été le plus important, c'était de se pencher sur l'interface utilisateur et sur l'utilisabilité de l'application. En fait, on est conscient que les gens qui vont faire ces protocoles-là viennent un peu de partout, dans plein de différents milieux. Et on veut en fait avoir l'application la plus simple, la plus épurée et qui en fait pourrait être utilisable sans nécessairement, intuitivement. Donc sans qu'on ait besoin de vous expliquer tout le protocole SPAR ou qu'on ait besoin de vous montrer plein de vidéos. On veut que vous soyez capable d'utiliser l'application et de commencer votre protocole sur le tas. Donc là, je vais passer la parole à Ryan qui vous présentera notre application. Alors, donc, j'espère qu'on m'entend bien. La solution, comme l'a expliqué ma collègue, la solution qu'on a mise en place avec l'équipe, c'est donc une application Flow Mobile. Alors, cette application-là, je vais vous présenter, on va dire, 4 des principales features de l'application, c'est-à-dire l'authentification, la création de comptes, le processus de collecte, comment ça se passe de A à Z, les informations qui sont disponibles ainsi que les petits quiz qu'on a mis en place afin d'informer les gens, et à la fin, la vue des statistiques de nos collectes, etc. Donc on peut commencer. Donc tout d'abord, l'authentification. Donc le service d'authentification que nous on utilise, c'est que quand on arrive sur l'application pour la première fois, on va être accueilli par un bouton et le service d'authentification s'appelle Auth0. Alors ce service Auth0, la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est parce que premièrement, il est facile d'intégration, il est très personnalisable, donc on peut ajouter plein de choses dessus, et surtout c'est que l'authentification, elle se fait via des fournisseurs tiers, c'est-à-dire par exemple Google, Apple, Facebook. C'est pas tout le monde qui est tout le temps capable de suivre, ok, oui, mon email, l'email de confirmation, je sais pas quoi, le code, rentrer le code, c'est compliqué au bout d'un moment. C'est toujours plus facile quand tu vois le petit bouton se connecter avec Google, ça fait plaisir. Donc, on a voulu rendre ça beaucoup plus facile pour tout le monde. C'est ça qui a poussé notre choix. Ensuite, je vais vous montrer donc, voici à quoi ressemble la page d'accueil de l'application Flow Mobile. Donc, comme vous pouvez le voir sur le haut, donc ça dit bonjour à Nzeroni, ça c'est mon nom. Vous pouvez voir, donc on a plusieurs informations. Donc, on peut aller regarder par exemple le bouton en bleu, le compte rendu de notre dernière collecte. Donc, on peut aller voir un petit peu. Ça, je vous le montrerai plus tard dans la section statistiques. On peut bien sûr regarder ce qui se passe à la une de Flow. Donc, Pablo vous en a parlé tout à l'heure, le Atlantic Swell, la prochaine expédition d'1 mois et demi. Et on a le bouton blanc qui est bien voyant que j'ai entouré, qui nous permet de faire un nouveau prélèvement. Et c'est là qu'on va aller juste maintenant. Alors, donc, comment est-ce que fonctionne un prélèvement? La manière que ça fonctionne, excusez-moi un instant. Ok, c'est bon. Alors, la manière que fonctionne le prélèvement, c'est que quand on va arriver, donc on va avoir des informations qui vont apparaître,
qui sont prises automatiquement par nos services, comme par exemple la localisation, la date, les marées, etc., etc. Une fois que cela est fait, vous allez être dans une interface qui va vous permettre de rajouter tout d'abord des macroplastiques. Donc là, vous voyez, ça c'est la page des macroplastiques. Il y en a beaucoup, imaginez l'Excel. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a des filtres qui nous permettent de choisir les choses plus rapidement et plus facilement avec des petites couleurs. Donc, vous pouvez le voir que là, j'enlève, je rajoute des filtres. Et une fois que je fais une sélection, vous allez remarquer que le macroplastique que j'ai choisi va se retrouver sur la première page sur la première page qui est la page de collecte. Donc là, vous le voyez. Et je peux choisir ensuite la quantité que j'ai trouvée. Donc, si je trouve, là, ici, j'ai trouvé 5 cordes. Et j'ai trouvé 5 cordes et 3 casques, donc je le fais. Par la suite de ça, on va rentrer donc le poids total de la collecte qu'on a effectuée, suivant le protocole OSPAR. Et là, on passe aux microplastiques. Donc les microplastiques, là, c'est un peu différent. On peut choisir, donc, qu'est-ce qu'on a là, vous voyez le plastique rigide, on doit rentrer un peu plus de détails, c'est-à-dire qu'il faut mettre la taille du microplastique, il faut préciser la couleur et bien évidemment sa texture, s'il est opaque ou bien transparent. Le système fonctionne un petit peu de la même manière pour les deux. La seule différence, c'est qu'il y a un petit peu plus de détails et que bien sûr, ce n'est pas les mêmes éléments qu'on va rentrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, une fois que ça c'est fait, bon là j'en ai trouvé quand même 13, c'est pas mal. Une fois que ça c'est fait, donc on va être redirigé vers un questionnaire. Alors ça aussi c'est un questionnaire qui faisait partie du Excel de la BDD, mais qui aussi était assez long à remplir, assez fastidieux. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à le minimiser au maximum grâce à plusieurs appels à des API notamment de Google pour aller chercher par exemple la ville la plus proche, le port le plus proche, la distance, etc. Et là donc on a juste quelques petites questions qui sont vraiment spécifiques au site et on a besoin de le truquer. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des informations qui sont disponibles, donc on a par exemple donc la section info dans l'application. Vous voyez sur la petite barre en bas, il y a une petite section info. Donc la page de gauche, le téléphone qui est à votre droite, c'est les informations. Donc ici, bon, il y a une petite présentation de qu'est-ce que c'est Flow, c'est quoi la mission, et il y a la vidéo du protocole OSPAR que vous avez vu au début. Donc c'est pour si quelqu'un veut s'informer, il peut accéder directement à la vidéo originale qui a été faite par Pablo. Ensuite, si vous voyez le petit bouton en bleu, lancer le quiz interactif. Donc le quiz interactif, il est donc sur le téléphone d'à côté. Il faut juste attendre qu'il recommence parce que donc un instant. Hop, pardon. Voilà. Donc, quand on clique sur le quiz interactif, vous allez voir que voilà. Bon, je pense qu'il y en a qui ont reconnu un petit peu l'interface. C'est un quiz qui permet un peu de s'entraîner à l'identification des déchets. Donc, on peut regarder est-ce que on voit la photo et est-ce que c'est vraiment un macro-déchet, est-ce que c'est vraiment un plastique. Même Pablo, il a participé, il n'a pas eu un score parfait, donc c'est bien de s'entraîner. Mais voilà, donc c'est à peu près ça les features qu'on a rajoutées pour les informations. Donc, et pour terminer, alors. Ça, c'est la page des statistiques. Donc ici, on peut aller regarder toutes nos statistiques, de toutes nos précédentes collectes. Donc on a deux modes différents. On a donc la moyenne et le total. On voulait voir pour permettre à l'utilisateur de à la fois voir donc c'est quoi la tendance de ces collectes et puis c'est quoi la quantité totale, parce que je pense que on pensait que c'est toujours cool de voir l'impact qu'on a eu sur l'environnement grâce à nos collectes. Donc plusieurs différents modules s'offrent. Donc on peut voir un peu le poids, c'est quoi les déchets qu'on a collectés le plus, la distribution des macroplastiques sur un camembert, la répartition du nombre de collectes par date et aussi donc l'évolution du type de plastique qui a été l'évolution de la proportion du type de plastique qui a été collecté. Donc les macros, les micros, les mésos. Donc je pense que ça fait un petit peu un tour de l'interface de l'application. Donc je vais laisser la parole à mon collègue et puis merci d'avoir écouté. Alors, plus tard, bientôt. Merci beaucoup. Alors merci Ryan pour la présentation qui était très intéressante pour la démo. Alors moi, je me présente, je suis Reda, je suis responsable produit d'application. Donc je vais vous parler un petit peu de la partie qui est la moins intéressante pour vous, donc plus les difficultés rencontrées techniques par rapport à l'application. Donc c'est surtout pour faire plaisir à notre Olivier, à nous. Et donc voilà. Je vais aussi vous parler aussi de l'évolution architecturale de l'application. Donc qu'est-ce qui a changé entre temps du début jusqu'à la fin et qu'est-ce qui a fait qu'on a eu à changer pas mal ce qu'on avait
comme idée initiale par rapport à l'application. Donc j'ai une petite photo, genre juste de Kaileni, pour ceux qui sont au courant d'un des plus grands champions de surf. Disons que nous, on n'a pas risqué grand-chose, notre vie n'était pas en danger, mais quelques nuits blanches ont dû être faites. Mais on va essayer d'en parler quand même. Alors, les principales difficultés qu'on a eues au niveau de l'application, c'était des choses qu'on avait déjà pris en compte. Donc, on savait qu'il y avait des risques qui étaient liés à ça. La première, c'est la gestion des librairies. Donc, quand Pablo était venu nous parler au tout début de la session, on savait qu'il fallait avoir une application qui est multiplateforme, qui doit être utilisable sur iOS puis Android. Donc, avec cette idée-là, on devait avoir une autre manière de coder. On ne pouvait pas juste prendre un langage qui est accessible juste pour iOS ou bien juste pour Android, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de faire ça en 4 mois. Donc, on a décidé de prendre une React Native, qui est un langage qui nous permet de coder pour une multiplateforme, et d'utiliser des infrastructures comme Expo qui nous permettent justement de développer ça. Donc, ça, c'est un truc pour ça. Le problème qu'il y a, c'est que le fait d'avoir deux différentes plateformes, c'est que les librairies qu'on va utiliser doivent être de bonnes versions, et donc des versions qui sont compatibles, et aussi, à force de coder et à force d'utiliser des choses différentes, comme le fait de faire le code interactif, demander d'avoir des trucs différents par rapport à les statistiques ou bien par rapport juste à la vision de la page. Donc, il fallait trouver des bonnes solutions qui puissent être adaptées à tout le monde. Et il y a eu un problème lié à ça, c'est que vers la fin au tout début de la session, on s'était dit qu'on allait essayer de faire la traduction, parce qu'on savait que ça devait être accessible, on savait que aussi il y aurait pas mal partout en Europe qu'on puisse utiliser l'application, que ce soit en Espagne ou aussi en France. Et donc, il fallait avoir au moins plusieurs langages possibles. On a décidé d'utiliser une librairie qui est i18, assez technique pour vous, mais bref, c'est un peu qui nous permet justement de traduire l'application. Donc, à chaque fois qu'on avait une page, on pouvait mettre les différents langages, puis la librairie va s'occuper de ça. La librairie, on s'est rendu compte à toute fin du projet, quand on a vu déployer l'application, qu'elle fonctionnait en mode développement, mais pas en production. Donc, on a dû faire pas mal de recherches par rapport à d'où venait le problème. On a fait des demandes dans certains serveurs aussi par rapport à ça, aussi les développeurs d'applications. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Et à cause de ça, c'était un truc qui n'était même pas nécessairement demandé au niveau de notre requis de base. Mais on est tombé sur un problème par rapport à ça. Donc c'est une des grosses difficultés qu'on a eues. Et à cause de ça, on n'a pas pu la présenter au niveau de l'application. Puis on a dû enlever pour avoir une application qui est fonctionnelle sur Android. Mais ce qui était une bonne chose, c'est qu'on a pu au moins mettre toute l'infrastructure possible pour la suite. Et aussi par rapport à ça, c'est qu'on devait aussi trouver des services gratuits pour être le plus facilement possible d'accès pour tout le monde. Surtout le fait que Flow est une organisation à but non lucratif. Donc dans ce cas-ci, on devait essayer de trouver des services qui soient plus adaptés pour l'application. Un des autres problèmes qu'on avait, c'est l'approbation de l'application au niveau du App Store et du Google Play Store. Et un des problèmes qui était lié à ça aussi, c'est qu'au tout début, on avait une idée, on savait à quel point ça prenait du temps, peut-être maximum 2 ou 3 jours, parce qu'on n'avait pas fait des recherches par rapport au fait que l'application soit à but non lucratif, et pour faire des demandes spéciales auprès de Apple et de Google. Et donc, le fait de développer en se disant qu'on aurait 2 semaines, voire 2 semaines pour faire approuver, ça ne devait être pas de problématique, on s'est rendu compte à toute fin que ça n'a pas été fait. Toutefois, ce qu'on a pu faire, c'est quand même d'avoir une application déployable pour des tests au niveau du Play Store. Donc, pour l'instant, on peut envoyer le lien à peut-être une centaine de personnes partout dans le monde qui puissent l'utiliser pour faire des tests, pas nécessairement en mode production, mais ça reste qu'on peut quand même déjà comme ça avoir des tests pour la base de données, puis aussi voir qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de l'application. Et en espérant qu'on reçoit une réponse rapidement auprès de Google puis Apple. Et donc, par la suite aussi, le dernier problème qu'on avait, c'est que je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est que le processus d'Excel prenait beaucoup de temps. Donc, il y a eu beaucoup d'informations à mettre. Donc, aussi la collecte il y a beaucoup d'informations à mettre. Et donc, il fallait trouver une application intuitive et trouver un design qui permet d'aider tout le monde et que ça soit assez simple d'utilisation. Et un des problèmes qu'on a eu, c'est que à chaque fois qu'on trouvait des solutions de comment rendre l'application meilleure au niveau du design, on devait faire des allers-retours auprès de Pablo, même d'Olivier, après d'autres personnes qui puissent approuver ce design et aussi en même temps développer les features et donc faire avancer l'application et faire en sorte que l'application avance parce qu'on n'avait que 4 mois et donc il fallait qu'on puisse faire des collectes à la fin des 4 mois. Et donc ça faisait que vers la fin, au bout de même 2-3 mois, on devait encore faire des modifications pour rendre l'application meilleure, plus belle ou bien certains petits trucs à modifier. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a eu. Alors là, on va partir à la partie vraiment moins intéressante pour vous, mais on va quand même essayer de rendre ça plus simple. Et si jamais des questions, je suis là pour répondre à toute fin. Alors,
un des changements qu'on a dû faire, c'est qu'au tout début, on avait pensé à faire une base de données MongoDB. Donc MongoDB, c'est une base de données au niveau documents, orienté documents. Donc ça permet aux utilisateurs de mettre autant d'informations qu'ils veulent et c'est pas vraiment structuré comme application, comme base de données. Parce qu'on s'était dit au début comme quoi on avait pas mal de questions, pas mal d'informations et que peut-être à certains moments on voulait pas mettre toutes ces informations-là, juste pour pas rendre l'application aussi grosse. Mais après avoir discuté avec Pablo et aussi avec la rencontre qu'on a eue avec Jeff au niveau d'une réunion avec ça, on s'est rendu compte que les données étaient importantes d'avoir toute l'information au niveau pour avoir des données parfaites pour l'application et pour les recherches. C'est ainsi qu'au plein milieu de la session, je dirais peut-être au bout d'1 mois et demi, peut-être 2 mois, on a dû changer pour aller vers du PostgreSQL, donc qui est un langage qui est structuré, justement pour simplifier l'information et aussi pour la réalisation des Excel puis des CSV qui est assez facile d'intégration pour les autres partenaires. Finalement, ça a été juste quelques changements à faire et aussi le fait d'avoir utilisé un serveur qui nous permettait de faire ça, qui en Python avec SQL Alchemy plus précisément, qui nous permet justement de assez facilement intégrer ce logiciel, cette base de données. Donc ce n'était pas un si gros problème à gérer. Par la suite, la différence qu'on a eu aussi, c'est au niveau du déploiement. Donc le déploiement de base qu'on voulait faire, c'est de déployer l'application au niveau du AWS. AWS, c'est un service qui est offert par par Amazon, je veux dire, qui nous permet justement de déployer les applications comme on veut pour qu'on puisse accéder, surtout les serveurs. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que pas mal des API qu'on a utilisées, par exemple pour Google, pour pouvoir accéder pour simplifier la recherche des questionnaires, on pouvait trouver au niveau de Google. Et donc, d'autres choses qu'on s'était dit. Et aussi, on savait que l'approbation de l'application devait se faire au niveau du App Store, du Play Store plutôt, au début. Et donc, on s'est dit pourquoi pas directement aller avec tout simplifié, aller dans le même service. Donc, tous les services sont offerts par Google avec le Google Cloud Platform. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on a dû changer la manière de déployer le serveur auprès de Google pour pouvoir justement avoir dans le même endroit à la fois l'application qui est déployée, le serveur est déployé, et par la même occasion pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut changer quand on veut. Donc c'était beaucoup plus simple pour nous aussi par la suite, et aussi lorsqu'on a eu juste à créer un seul compte pour Pablo, comme ça on n'avait plus besoin de créer des comptes différents pour différents services. Et donc c'est pas mal ça, et aussi rapidement, au tout début on ne pensait pas ajouter d'autres API externes à part un API pour accéder aux marées, à l'heure des marées, puis à d'autres informations et l'authentification. Mais quand on avait vu que le questionnaire prenait beaucoup de place et il était important d'avoir toutes les informations, on s'est dit pourquoi pas trouver des services externes pour justement simplifier la recherche et justement juste mettre certaines informations et que Google s'occupe de juste trouver l'information récente. Et ça, donc on a dû prendre un nouvel API externe pour justement s'en occuper. Et finalement aussi, rapidement, pour le serveur, donc là c'est pas mal assez détaillé, mais je vais essayer de rendre ça encore plus simple. C'est encore une fois, le serveur a été changé pour essayer d'avoir le plus de logique possible. Et donc on a choisi une architecture plutôt orientée service, qui puisse justement s'occuper de savoir chacune des parties qu'on allait utiliser. Que ce soit pour la base de données, que ce soit pour l'accès aux différents API, puis aussi pour l'authentification. Et aussi, une autre chose, c'est qu'on avait pas mal d'utilisateurs à utiliser. On avait des utilisateurs qu'on devait gérer par rapport à l'application. Et le fait d'utiliser un service externe qui est Auth0, qui juste simplement nous aidait à se connecter, on s'est aussi rendu compte qu'on devait avoir une possibilité de justement nous gérer les utilisateurs pour savoir qui a fait quel collecte. Et aussi, on s'est rendu compte que Google Play Store demande qu'on puisse avoir une manière de supprimer les comptes. Et ça ne peut être fait qu'au niveau de notre serveur, que nous-mêmes, on devait justement créer des gestions par rapport à ça. Et donc ça aussi, le serveur a dû être changé pour justement mettre ça en place et pas juste tout laisser auprès du service externe pour justement gérer ça. Donc c'est fini pour ma partie. Si j'avais des questions par la suite, je serai là. Je vais laisser pour maintenant, je pense, Amir pour parler des limites et des améliorations. Merci. Donc en termes de limites et améliorations, surtout, je vais revenir sur les points que Reda a énoncés tout à l'heure. En termes de traduction, comme on avait dit tout à l'heure, on a eu pas mal de problèmes à déployer l'application en étant traduite. De base, on avait traduit toute l'application en français, anglais, allemand et espagnol, parce que le but, encore une fois, de Flow, c'est de toucher le plus de monde possible. Donc surtout en Europe, ça parle beaucoup de langues, donc si on peut traduire la langue en plusieurs langues, ça peut multiplier le nombre de personnes qu'on peut toucher. Aussi, le mode en ligne, c'est quelque chose qu'on voulait implémenter et qui, au final, on s'est rendu compte qu'il allait nécessiter beaucoup de changements au niveau de l'application parce que Flow, ce qu'on veut faire, c'est pas forcément toujours dans des endroits où il y a du réseau. Donc, par exemple, s'il y a des excursions en mer et on se retrouve quelque part dans une île, là, on n'a pas accès à Internet et donc on ne peut pas encore utiliser l'application. Donc, ça serait quelque chose qu'on voudrait éventuellement développer.
Et pour le support iOS, il y a énormément de personnes, que ce soit en Europe, Amérique, n'importe où, qui utilisent des appareils Apple. Donc là, en fait, tout est déjà fait. Ça va juste prendre un petit peu de temps pour déployer sur iOS, mais éventuellement, ça va être fait et on pourra toucher encore plus de monde. Ensuite, on a aussi pensé à un aspect de réseau social, un aspect un peu plus ludique, parce que Flow, on pensait que ça allait aussi être utilisé par des étudiants, que ce soit au collège ou même encore plus jeunes. Donc si on peut créer un peu un esprit de jeu, ça pourrait rendre la tâche un peu moins fastidieuse pour les plus jeunes. Et du coup, pouvoir ajouter ses amis, pouvoir pas vraiment être en compétition, mais voir un peu comment on performait les amis par rapport à nous, peut-être nous donner envie d'en faire plus nous aussi. Un système de classement entre amis et un système de badge, donc de la gratification, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour créer un peu plus de vie dans l'application. Du coup, ça conclut un peu tout ce qui est amélioration et limitation. Et ça conclut tout en fait. Donc on vous remercie pour votre temps et si vous avez des questions, on est là avec plaisir. Ouais, c'est possible. Je vais les mettre juste là. Comme ça, parfait. Merci. Impressionnant, non? Super boulot. Vraiment, je suis impressionné par tout ce que vous faites. Donc moi, je m'appelle Jean-François Guéguilin, je suis directeur de recherche au CNRS. Le CNRS, c'est le Centre national de recherche scientifique en France. Et je travaille à l'Observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer, c'est vraiment au sud de la France, près de la mer Méditerranée. Et cet après-midi, je vais vous faire un exposé sur cette pollution plastique. Quelles solutions? Puis vous allez voir en fait dans le constat de la pollution plastique à quel point ce qui vous a été présenté va être utile en fait pour voir l'état de la pollution. Alors cet état de la pollution plastique, en fait j'appelle ça le reflet d'une mauvaise gestion de nos déchets. Si nos déchets étaient parfaitement collectés et parfaitement recyclés dans un monde idéal, on n'aurait pas de souci. Aujourd'hui les déchets qu'on produit tous, il y a à peu près 10% qui va finir dans les océans. Donc ça devient une problématique environnementale énorme. Et puis après je vais vous parler dans une deuxième partie des solutions. On parle beaucoup de solutions, les États parlent de solutions, les associations, etc. Et on va essayer de voir ensemble, de distinguer le vrai du faux dans ces solutions et savoir vers où on peut aller, quoi. Alors où en est la science un petit peu par rapport à l'état de cette pollution plastique? Moi j'ai commencé, on était les premiers à travailler sur cette pollution plastique en 2014, 2010, 2014, c'était les premières recherches. On se moquait un peu de nous parce que c'est plus sympa de travailler sur les dauphins que de travailler sur les déchets, quoi. Et je vous jure, au départ je voulais pas faire éboueur dans ma vie, j'ai fait scientifique, mais finalement je fais pas mal ça. Et ça fait 10 ans en fait qu'on fait des expéditions et la science elle a commencé en mer parce qu'il y a des explorateurs qui sont partis loin des côtes, qui sont partis notamment dans le 7e continent, maintenant que vous connaissez, qui a été rendu célèbre par un navigateur en fait qui est parti super loin et puis il est arrivé dans un des gyres océanographiques. Il y a 5 grands gyres dans le monde et dans ce gyre où c'est une sorte de vortex en fait, des courants qui s'accumulent. Avant il y avait beaucoup de bois et à des milliers de milles des côtes en fait il a retrouvé énormément de plastique et là il s'est dit mais comment ça se fait, pourquoi il est arrivé là et pourquoi on en a autant. Donc depuis en fait il y a plein d'expéditions qui ont été réalisées. Moi je fais partie je travaille beaucoup avec une fondation qui s'appelle la Fondation Tara Océan. Avec eux, au départ, parce que moi je suis microbiologiste, je travaille sur le plancton marin. Et dans nos filets à plancton qu'on traîne, on avait de plus en plus de plastique. Du coup, on travaille à la fois sur le plancton, et à chaque fois qu'il y a un prélèvement de plancton, il y a aussi un prélèvement pour les microplastiques qui est réalisé. Et comme vous voyez, depuis 2014, on a fait des expéditions un peu partout dans le monde. On a commencé en Méditerranée, mais après on est allé en Atlantique, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, etc. Et puis on travaille aussi avec d'autres ONG, Expédition 7e continent, puis on utilise nos bateaux océanographiques classiques pour aller voir ce qui se passe vraiment dans les océans. Donc ça, c'était la première chose, en fait. Et déjà, une petite question pour vous. Quelle est la mer la plus polluée du monde, à votre avis? Méditerranée? Il y en a qui connaissent bien. Ouais. Effectivement, en fait, on pourrait imaginer... Alors, vous avez tous entendu parler des gyres océaniques, là. Donc le fameux 7e continent, là, qui n'est pas vraiment un continent, hein. En réalité, ça fait à peu près 3 fois l'Europe. Enfin, c'est quand même
Une fois l'Europe, pardon, ça fait 6 fois la France. Et donc c'est de grande taille, mais on ne va pas marcher dessus en fait. Ce qu'on voit là-bas, c'est essentiellement des microplastiques. Donc comme Pablo vous a expliqué, c'est des plastiques qui sont issus de la fragmentation des gros déchets. Quand ils vont arriver dans l'environnement, petit à petit, ils vont se casser en morceaux. Et ils finissent en fait leur fin de vie, là où ils vont rester les plus longtemps. En fait, ça va être sous forme de microplastiques. Et ces soupes, en fait, c'est un peu des soupes qu'on voit quand moi je suis allé dans ces différents gyres. On arrive et des fois il y a des zones où il n'y a rien. Et puis d'un coup, pouf, une énorme soupe qui arrive et c'est des patchs un petit peu qui sont un peu partout comme ça, de microplastiques qu'on peut prélever avec, comment on appelle ça, un truc pour les pâtes là, une épuisette, voilà, et qu'on récupère comme ça et on en a des centaines. D'accord. On pensait que c'était les zones les plus polluées du monde, puis après on est allé travailler en Méditerranée, c'était devant chez nous, donc on s'est dit tiens on va faire des expés aussi en Méditerranée, et on s'est rendu compte que c'est la mer la plus polluée du monde en microplastique. Donc ça change un peu la vision de se dire nous qui sommes européens on est propres et les méchants chinois eux ils sont très très sales, ou les asiatiques etc. de manière générale sont sales. La réalité en fait c'est que la mer Méditerranée c'est une mer qui est fermée avec un taux de renouvellement des eaux de 90 ans, entre le moment où ça se rentre et ça sort, ça prend 90 ans. Du coup en fait un plastique, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va durer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Du coup, ils ont largement le temps de s'accumuler dans cette mer. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a une pollution qui est particulièrement importante. Elle est à peu près équivalente à ce qu'on trouve dans les gyres. Et on a, en fait, dans plein de zones en Méditerranée, autant de microplastiques que de zooplancton. Donc c'est pour ça qu'on est venu à étudier ça. On avait nos filets à plancton qu'on traîne derrière le bateau pendant 1 heure. C'est des filets avec des mailles de 300 microns à peu près. Et puis après, on récupère ce qu'il y a à l'intérieur, puis on les compte. Alors à la pince à épiler, hein, c'est pas le truc avec les lasers, non, c'est à la pince à épiler, on compte les trucs. Et on se rend compte qu'on a à peu près autant de zooplancton que de microplastiques. Le zooplancton, peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est un peu la nourriture des poissons. Donc ça veut dire que, imaginez, pour le poisson, si vous étiez un poisson, à midi, ce que vous avez dans votre assiette, c'est moitié de plastique, moitié de nourriture naturelle. Là, quand on voit ça, on se dit, waouh, ça commence à pas sentir bon, en fait. Donc ces plastiques, on sait qu'effectivement, il y en a dans les gyres, mais oubliez cette idée, en fait, parce que c'est les zones les plus concentrées. Mais en réalité, les microplastiques, ils sont partout, partout. Là, j'aime bien cet exemple un porte-container qui part de Hong Kong, et puis, comme il y a plein de containers qui tombent à l'eau, celui-là, il est tombé à l'eau, il s'est ouvert. Et alors, il y a des scientifiques qui sont amusés, parce qu'on fait n'importe quoi, les scientifiques, donc on va compter les canards, pourquoi pas. Donc là, il y a 30 000 canards qui tombent à l'eau, et on va essayer de les retrouver. Et en fait, il y a un grand truc avec un réseau social à l'époque, c'était en 92, hein. On n'était pas à ça, mais on a essayé de retrouver les canards jaunes. Et là, c'est un cours d'océanographie, en fait. Le même canard jaune, en fait, il peut se barrer en Indonésie, en Australie, il peut aller jusqu'au Chili, il peut faire le tour du Pacifique Nord là-haut, là. Il peut passer le détroit de Bering, il peut aller complètement à l'est et revenir jusqu'en France, d'accord ? Donc du coup, en fait, ça vous montre qu'un plastique, il n'a pas de frontières, il va aller se balader vraiment partout, d'accord ? Donc de croire que les microplastiques, ils sont seulement dans le gyre du Pacifique Nord et qu'on pourrait partir là-bas, nettoyer et puis c'est réglé, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Les microplastiques, c'est la pollution la plus diffuse qu'on connaisse aujourd'hui. Quand on a des pesticides, ils vont rester près de la côte, ils vont être vite dilués. Là, les plastiques, on en a vraiment partout, partout. Partout où je suis allé dans le monde, j'ai toujours trouvé du plastique. Il n'y a pas un endroit où j'avais zéro plastique. Bon, là, pour les containers, on a plus de 10 000 containers par an qui tombent à l'eau, mais c'est négligeable par rapport à la quantité de plastique qui arrive en mer. Comme tu disais aussi tout à l'heure, en fait, une chose qui est importante à comprendre, c'est que ce n'est pas forcément les activités maritimes, les activités de la pêche qui produisent les plastiques qui arrivent dans les océans. Les plastiques, ils arrivent de la Terre. À 80%, ils arrivent de la Terre. C'est équivalent entre 8 et 12 millions de tonnes, selon les estimations, qui sont libérées par an, en fait, qui arrivent des fleuves et qui vont arriver dans les océans. C'est l'équivalent d'un camion benne par minute qui arrive dans les océans. Quand on entend ces chiffres, ça fait waouh. Mais c'est assez à relier en fait par rapport à cette concentration de microplastiques dont je vous ai parlé, qui est à peu près autant que le vivant en fait aujourd'hui. Alors on a commencé beaucoup au départ à travailler en mer parce que c'était historique. En fait, on est des océanographes, donc on va travailler sur la mer, mais il y avait très peu de personnes qui sont allées chercher à la source en fait de la pollution. Comme je vous disais, 80% de la pollution, elle vient de la Terre. Donc occupons-nous un petit peu de savoir ce qui se passe dans les fleuves. Et en 2019, j'ai eu la chance de coordonner cette expédition où en fait on est allé voir 9 des plus grands fleuves européens, donc la Tamise, l'Elbe, le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne, l'Ebre, le Rhône, le Tibre. Et on est allé voir dans ces fleuves et on a essayé d'estimer en fait la pollution qu'il y avait dans les fleuves. Est-ce qu'elle est plus importante? Sous quelle forme elle était? Et en fait, quand on est allé sur cette expédition, on ne savait vraiment rien de ce qui se passait dans les fleuves. Et
on est arrivé à un constat en fait qui était vraiment à l'époque, c'était l'époque c'est il y a 5-6 ans, hein, la science avance très très vite en fait sur cette pollution plastique, il y a plein de chercheurs qui s'y intéressent. Au départ, on avait un problème en fait dans les calculs. Au départ, on savait qu'on avait à peu près 12 millions de tonnes par an qui arrivaient des continents, et en mer, on en retrouvait 1% à peu près. Donc on se disait, où est-ce qu'il est passé ce plastique? Et alors il y a eu des grandes théories où on se disait, vu qu'on n'arrive pas à nos bilans, peut-être que nous on fait que des prélèvements de surface, peut-être qu'il y en a plein qui vont dans les sédiments, ou alors peut-être qu'ils sont ingérés, ou alors il y a eu plein de théories en fait pour savoir où étaient les 99% qui manquaient. En réalité, en fait, donc ça s'appelait le Missing Ocean Plastic Sink. En réalité, on s'était bien planté, et puis on s'est rendu compte en fait que les estimations, elles étaient plutôt fausses. Et que notre vision, en fait, et c'est grâce à ces expéditions-là qu'on a fait dans les fleuves, notre vision des déchets, elle était fausse. Parce qu'on pensait que... il y avait des grandes théories qui disaient, voilà, par exemple, j'ai une bouteille en plastique, elle arrive en mer, les vagues, les ultraviolets, vous avez déjà vu des bouteilles en plastique, quand elles jaunissent, par exemple, elles commencent à s'oxyder, et c'est ça qui va commencer à leur fragmentation. Et on pensait que tout se passait en mer. La réalité, en fait, c'est que dès qu'on est arrivé dans les fleuves, on a eu des concentrations de microplastiques qui étaient énormes. On ne pensait pas déjà que les plastiques étaient déjà sous forme de microplastiques quand ils arrivaient dans les fleuves. Et le fait est que, par exemple, si je jette négligemment un sac plastique à la montagne, ensuite, au bout d'un moment, en fait, il va avoir de la friction qui va casser ce plastique en morceaux. Lui, il va arriver dans une rivière, puis ensuite dans le fleuve, puis ensuite dans la mer. D'accord ? Donc, il y a tout un processus avant que le plastique arrive dans la mer. Et comme il a le temps de vivre assez longtemps, en réalité, en fait, il a le temps de se mettre sous forme de microplastique quand il va arriver en mer. D'accord ? Donc, du coup, en fait, on s'est dit, en fait, c'est 12 millions de tonnes par an. On s'est rendu compte que les estimations, alors après, on est allé revoir les estimations des mecs qui avaient fait les calculs. On s'est rendu compte qu'ils s'étaient trompés d'un petit facteur 100. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent quand on fait les premières estimations. Voilà. Après, c'est facile à critiquer, hein, mais les quantités qu'ils avaient estimées étaient énormes. Et puis en fait, la réalité, c'est que ça ne collait pas avec le temps de vie des plastiques. Parce que si j'avais tant de plastiques qui arrivaient en mer et que moi je voyais que je les voyais plus, ça veut dire qu'ils disparaissaient. Donc la réalité, c'est qu'on a baissé en fait ces concentrations de microplastiques. Donc on a sorti ce papier dans Science il y a 2 ans maintenant, là, et on a réduit en fait les quantités de plastique qui arrivent dans les océans. Mais par contre, on s'est rendu compte dans nos données aussi que la quantité de microplastiques qui était dans les océans avait été sous-estimée de son côté. D'accord ? Donc ça a un peu rééquilibré. Là, je vous raconte une histoire qui est un peu voilà, c'est un peu l'histoire que ce qui s'est passé, mais en fait, on a besoin vraiment de ces données de terrain pour vraiment pouvoir rééquilibrer par rapport à la modélisation, parce que tout au départ, en fait, c'était de la modélisation pure, où les mecs, ils avaient pris la quantité de déchets qu'il y avait dans les villes, le nombre de personnes, ils avaient dit en Asie, ils polluent plus, en Europe, ils sont vachement plus propres, etc. C'était vraiment une première estimation purement mathématique, et ensuite, on a validé sur le terrain, en fait, et avec nos validations sur le terrain, on arrive à rééquilibrer, en fait, ce qui se passe avec des meilleurs chiffres. Globalement, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'on arrive quand même, grâce à nos estimations et ces données de terrain qui sont de plus en plus importantes, on arrive à voir déjà que tous les fleuves où on va, il y a 100% de fleuves qui sont pollués, hein, comme tous les endroits où on était allé en mer, on trouve de la pollution. On a entre 2 et 72 microplastiques par mètre cube. Donc ça, c'est ce que vous voyez au niveau mondial. Et on voit, en fait, on arrive à classer il y a eu tellement de prélèvements qui ont été réalisés, qu'on arrive à classer un petit peu quels sont les pays qui polluent le plus. Donc au départ, c'était les Asiatiques polluent plus, parce que, pourquoi ils polluent plus? C'est parce qu'on leur envoie énormément de déchets. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la moitié des déchets soi-disant recyclés, ils sont envoyés dans les pays asiatiques. C'est 70% des pays, des plastiques soi-disant recyclés de l'Europe qui sont envoyés en fait en Asie. Donc c'est aussi pour ça qu'ils polluent beaucoup. Et puis en fait ça rééquilibre un petit peu là. Vous voyez en fait que finalement l'Amérique du Nord pollue à peu près autant que l'Asie, que l'Europe c'est un tout petit peu moins, et voilà. D'accord ? Donc tout ça pour vous montrer en fait que ces chiffres-là, ils sont importants à la fois pour comprendre cette pollution plastique, mais aussi pour agir au niveau des gouvernements, de dire attention, voilà, il se passe ça dans vos pays, quoi. Alors je reviens à tout ce qui a été dit tout à l'heure. C'est super ce qu'on fait, nous les scientifiques, il y a plein de bateaux, tout ça, mais en fait le boulot qu'on fait, il est assez réduit, quoi. J'ai mis la mission Microplastique 2019, c'était 7 mois d'expédition, 45 chercheurs, un gros boulot au niveau logistique, un truc de malade. Et en fait, on a fait 35 stations.
Sur Flow, désolé, j'ai mis 25, c'est 55. D'accord, avec un an de avec un an de terrain, voilà, enfin beaucoup de boulot. Du coup, en fait, en parallèle de ça, on a monté un truc qui s'appelle de la science participative, et ça marche super bien pour cette question du plastique. Ça marche pas pour toutes les thématiques, mais pour ça marche super bien. Ce qu'on a réussi à faire, en fait, c'est, alors ça, on l'a fait au niveau de la France seulement. On est allé voir vers les écoles et on a commencé à faire de la sensibilisation dans les écoles. Et au début, on avait 60 classes par an qui participaient et qui faisaient le même protocole OSPAR que ce qu'on avait proposé avec Flo. Et maintenant, en fait, on est à 400 classes par an qui vont sur toute la France. Et vous commencez à voir que nos points commencent à être pas mal. Et l'idée, en fait, là, c'est qu'on a travaillé à la fois sur les littorales, mais aussi sur les berges des fleuves, pour essayer d'avoir une estimation des quantités de plastique qu'on avait à ces endroits-là. Et vous voyez la puissance de feu entre une super expédition hyper médiatisée, mais on fait 35 stations. Et là, on a 600 stations aujourd'hui en France, et ça n'arrête pas d'augmenter. Et du coup, en fait, vous voyez tout l'intérêt en fait de l'application qui vous a été présentée et également du réseau, parce qu'il va falloir petit à petit exporter en fait notre savoir-faire de ce qu'on a fait en France, parce que aujourd'hui en fait c'est la donnée la plus importante qui existe au monde en fait. Donc il va falloir qu'on arrive à exporter tout ça. Et ça fait le lien en fait avec ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est que c'est une vraie galère, mais vraiment vous l'avez fait sur le terrain, on l'a fait nous aussi avec les élèves. Quand on arrive à maintenir 30 enfants déjà sur une plage pour qu'ils partent pas à droite à gauche, etc. En plus après leur faire compter, etc. Je pense que l'application ça va être bien utile pour les aider. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à la présentation qui a été faite aussi, c'est que là, ce que vous avez fait avec votre application, c'est que vous allez nous générer un fichier Excel. Le fichier Excel, en parallèle, parce que là, on a un nombre de fichiers Excel, ça devient juste impossible à gérer. On est en train de créer une base de données aussi, de notre côté, qui sera compatible en fait avec l'application ici, pour pouvoir avoir une sortie en fait. Alors, les sorties qu'on donne, c'est que pour chaque classe, on leur fait un poster, qu'ils peuvent imprimer avec les quantités de plastique qu'ils ont retrouvées. Et puis surtout, quand il y a des mesures qui sont faites de manière ponctuelle par Flow, par exemple, on va pouvoir l'incorporer dans les bases de données et se dire, est-ce que effectivement parce que là, ce qu'il disait, c'est on manque de données, d'accord. Donc, effectivement, est-ce que c'est normal de trouver 400 morceaux de plastique sur une plage, ou est-ce que c'est complètement fou d'en trouver 1200, d'accord. Et donc, ça permet de relativiser des actions ponctuelles comme ça, avec une super appli qui va pouvoir être utilisée par tout le monde, et ramener tout ça dans une base de données. D'accord, donc c'est vraiment l'objectif. Ça nous permet ensuite, à quoi ça sert tout ça? Globalement, bon, ça nous permet de faire de la science, d'écrire des articles, tout ça, mais on travaille beaucoup avec les gouvernements. C'est nous, en France, qui avons mis en premier les questions des interdictions des sacs plastiques, des cotons-tiges. Sur quoi on a basé ça? On a basé ça là-dessus, en fait. Sur nos données de terrain, à dire, nous, on trouve vachement de coton-tiges. Donc là, on peut dire, par exemple, que sur le littoral, la majorité, c'est comme toi, en fait, on trouve des débris fragmentés, donc des morceaux de plastique qui sont pas identifiables. Par contre, sur les berges, on a trouvé essentiellement des plastiques à usage unique qu'on arrivait vraiment à identifier. Donc c'est plus facile à identifier avant que ça arrive en mer que c'est vraiment les plastiques à usage unique et les emballages qu'on va retrouver en fait avant qu'ils arrivent en mer. D'accord. Donc là, il y a des actions à faire, et c'est grâce à ça qu'en France, par exemple, on a réussi à monter au gouvernement et dire faites-nous une loi. Alors on espérait que ça soit avant. En France, il y a la loi AGEC là, qui dit, et qui a été reprise ensuite par l'Europe, qui dit en 2040 on arrête les emballages. Arrêter les emballages, ça veut dire arrêter la moitié de la production de plastique. La moitié de la production de plastique, elle sert à l'emballage. Et c'est grâce à ces données de terrain, en fait, qu'on arrive ensuite à essayer de faire amener des lois qui vont faire qu'on aura moins de pollution. Pareil, il existait déjà des données de terrain sur les macrodéchets, mais rien sur les microplastiques. Donc ça, c'est vraiment l'originalité de Flow, de ce qu'on a fait avec Plastique à la loupe et de nos données terrain. C'est que les microplastiques, on imaginait en fait que c'était les produits de fragmentation, je vous ai dit, de la grosse bouteille qui se transforme en petit. Eh bien, en réalité, en fait, sur le terrain en France, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a moitié de ces déchets fragmentés et moitié qui sont issus des microplastiques primaires dont tu as parlé tout à l'heure, qui sont à la base de la fabrication des plastiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'industrie qui produit le plastique pollue énormément en fait en microplastiques. Donc on peut aller taper sur les doigts en fait des producteurs pour qu'ils fassent plus gaffe avec leurs gros sachets de plastique qui trimballent partout, parce qu'ils ont beaucoup de pertes. Donc là, on travaille avec eux en ce moment en fait pour éviter d'avoir cette pollution.
Et puis après, bon, alors nous, on ne s'arrête pas là. On a amené de plus en plus de technologies et au début, on comptait avec notre pince à épiler, là, donc ça faisait un peu amateur. Mais maintenant, on va un peu plus loin. Et là, en fait, on amène encore une assez mauvaise nouvelle, c'est que les microplastiques, il y en a beaucoup, mais en réalité, en fait, on classe les grands microplastiques et les petits microplastiques. Les grands microplastiques, c'est ceux qui sont visibles à l'œil nu, donc ils sont vous voyez sur votre règle, 1 mm, vous arrivez encore à voir. Tout ce qui est en dessous, en fait, on voit moins bien. Donc 500 microns, tout ce qui est la taille des fibres de nos vêtements. Là, on va appeler ça petits microplastiques. Et là, ils sont 1000 fois plus petits, mais en fait, ils sont 1000 fois plus nombreux. En nombre, et alors, le nombre, c'est bien, mais en masse, ils sont équivalents aux microplastiques. Ça veut dire qu'on en a... Donc vous avez bien entendu, c'est 1000 fois plus nombreux, et en masse, c'est pareil que ça. Donc du coup, quand on fait nos modèles mathématiques et qu'on dit la pollution plastique, elle est là, le truc, c'est que la plus dangereuse de pollution, c'est celle-ci. Plus c'est petit, plus ça va aller dans les organismes. Et là, on passe à une autre étape d'essayer de comprendre l'impact que ça va avoir sur les organismes vivants. Et il faut plus travailler. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de manips là-dessus qui montrent plus ou moins des effets. Dès qu'on travaille à ces tailles-là, les effets ils sont vraiment immédiats. Et ensuite, maintenant, avec la technologie, donc on fait de la chimie très très fine maintenant, on arrive à identifier au niveau des nanoparticules. Et là, c'est la cata. En fait, les nanoplastiques, autant ceux-là, les micros, ils vont flotter, ils vont se retrouver plutôt en surface. Les nanoplastiques, on les retrouve partout. Et vous avez peut-être entendu dans les médias, de plus en plus, on commence à se poser les questions. Alors l'environnement, oh, c'est pas bien, les pauvres poissons, tout ça, mais dès que ça touche à l'homme, là, ça nous touche un peu plus. Là, il y a des études sur les nanoplastiques qui sont en train de sortir. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines, il y a 1 mois et demi, je crois, où ils commencent à faire du lien entre la présence de nanoplastiques. Alors, on en trouve partout, hein, dans tous les organes, on a du plastique, parce que tous nos aliments sont souvent emballés par du plastique, donc ça va se transférer en fait dans nos aliments qu'on va ingérer. Et ensuite, le problème, c'est que là, on commence à faire du lien entre ce plastique, donc on en a tous plus ou moins dans le sang en fonction de ce qu'on consomme, et ils ont fait un lien récemment avec les maladies cardiovasculaires. Donc ils ont pris un nombre de populations, enfin du sang d'un nombre de personnes assez hallucinant pour réussir à montrer statistiquement en fait qu'il y avait plus de risques aux maladies cardiovasculaires quand on avait plus de nanoplastiques dans le sang. Ce qui commence à nous dire tous les trucs qu'on disait sur l'environnement, les pauvres animaux, tout ça, bon, allez, c'est pas si grave pour nous, mais ça commence à nous toucher vraiment en fait. Au niveau humain, on voit qu'il y a des impacts de plus en plus importants. Il y a un autre aspect en fait qu'on négligeait et sur lequel moi je travaille beaucoup, donc c'est la plastisphère. Vous imaginez le plastique quand il arrive dans l'environnement, il est propre quoi. En fait, il n'est jamais propre. Dès qu'un plastique va arriver dans l'environnement, il va y avoir tout de suite de la matière organique qui va se coller dessus. C'est quelque chose d'hydrophobe, le plastique, c'est-à-dire que c'est huileux. 2 gouttes d'huile, pouf, elle s'attire. D'accord ? Donc tout ce qui va être huilé autour d'un plastique, il va être attiré. Donc ça attire beaucoup de polluants, les hydrocarbures, des pesticides, etc. Donc on a en plus ça là-dessus quand les animaux ingèrent ça. Mais en plus de ça, on s'est rendu compte, donc on a été l'équipe qui a mis en évidence le premier pathogène humain qui peut être transporté sur les plastiques en fait. Donc il se trouve que les micro-organismes qui vivent sur les plastiques, on appelle ça la plastisphère. Pourquoi on les appelle comme ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que quand je prends du plastique et quand je prends les bactéries qui vivent dans l'environnement à côté, dans l'eau, ou qui sont attachées sur du bois, du verre, etc., ça n'avait rien à voir avec la plastisphère, la vie qui est sur les plastiques. Donc là, on a, en plus de ça, d'un point de vue écologique, c'est une nouvelle niche écologique qui existe dans l'environnement, qui n'a rien à voir avec l'environnement d'à côté, parce que les propriétés du plastique sont particulières. D'accord ? Et on s'est rendu compte que là-dessus, en fait, sur ce plastique, il y a un biofilm qui va se créer, plein de bactéries qui s'installent là-dessus, elles adorent s'y mettre, mais des bactéries spécifiques, et notamment des bactéries pathogènes. Et comme je vous ai expliqué tout au départ, en fait, que ces plastiques ils vont pouvoir se balader partout dans le monde, on considère que c'est des petits radeaux qui vont pouvoir amener des bactéries pathogènes un peu partout. Alors, on a commencé ça a été beaucoup médiatisé en fait nos résultats sur ces bactéries pathogènes pour l'homme, mais on avait aussi découvert des bactéries pathogènes, vraiment pathogènes pour des animaux. En fait, ce qu'on s'est rendu compte quand même, c'est que la dispersion des bactéries pathogènes, par exemple, si je regarde du fleuve à la mer, les facteurs environnementaux vont faire que les pathogènes ne vont pas tenir en fait dessus. Donc, le risque d'un transfert d'une station d'épuration qui va forcément trimballer du plastique, qui ira dans le fleuve et qui ira ensuite en mer, il n'y a pas de problème de transfert en fait finalement des pathogènes en mer. Donc l'effet radeau, finalement, on l'a un peu cassé en disant ça marche pas vraiment. Il peut y avoir des pathogènes, mais pas forcément un transport sur des grandes distances.
Encore un aspect sur cette pollution, et ça c'est un truc qu'il faut bien que vous compreniez, parce que ça nous permettra de réfléchir aux solutions derrière. Un plastique, c'est deux choses. Première chose, ce que vous connaissez, le polymère. Polystyrène, polyéthylène, polypropylène, d'accord ? Ça vous parle. Dès qu'il y a poly, c'est plastique. Mais la réalité, en fait, c'est que le polymère, c'est pas seulement ça, en fait. Avec du polyéthylène, je suis capable de faire un sac plastique, je suis capable de faire un truc super costaud. Tout dépend des additifs chimiques que je vais mettre à l'intérieur. D'accord ? Donc, dans les additifs chimiques, il y a des stabilisants, des trucs qui vont empêcher les bactéries d'attaquer le plastique. Il y a, je ne l'ai pas mis ici, donc des retardateurs de flamme. Par exemple, sur vos canapés, c'est gavé de retardateurs de flamme pour éviter que ça s'enflamme. Il y a plein de produits, les colorants, voilà, il y a énormément de produits chimiques. On en classe, en fait, 13 000 produits chimiques qui sont mis dans le commerce, dans nos plastiques. Donc, quand on va ingérer, en fait, c'est le genre de produits chimiques qu'on va avoir dans les plastiques. Parmi ces 13 000 produits chimiques qui sont utilisés dans les plastiques, aujourd'hui, il y en a 3 000 qu'on connaît qui sont classés comme étant toxiques. D'accord ? Donc, on autorise le fait de mettre des produits toxiques dans ces plastiques. Et il y en a seulement 4% de tout ça qui sont vraiment réglementés à l'échelle internationale. D'accord ? Donc, ça veut dire que les plastiques qu'on a, qu'on touche, que les bébés... ben tout ça, en fait, il y a des produits qui sont toxiques à l'intérieur. Et aujourd'hui, il y a une réglementation en fait, qui n'est pas du tout adaptée, parce qu'elle est adaptée pour des choses liquides et pas des choses solides comme le plastique. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail au niveau de cette pollution chimique. Je vous rappelle que, je ne sais pas si vous le savez, mais la 5e limite planétaire a été franchie en 2023 avec cette problématique de pollution par les produits chimiques. Il ne reste plus grand-chose avant d'arriver à des problématiques d'extinction. Et ça, en fait, si je suis venu ici, c'est parce qu'on est en train à partir de la semaine prochaine et jusqu'à l'année prochaine, on est en train d'essayer de réaliser un traité mondial du plastique. Donc là, je vais à une réunion ensuite pendant une semaine à Ottawa, où là, l'idée, en fait, c'est de réunir plein de chefs d'État et plein de lobbyistes et quelques scientifiques. Ça se passe un peu comme ça, dans les ratios. Où l'idée, en fait, c'est qu'on arrive, nous, avec des objectifs ambitieux. Et un des objectifs ambitieux, c'est la transparence sur ces produits, parce que quand on travaille avec des plastiques, c'est un vrai casse-tête, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le producteur de plastique, qui va faire le granule de plastique, il met ce qu'il veut à l'intérieur. Et la personne qui va utiliser ça pour en faire un briquet ou autre chose, il ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord ? Il y a une protection des informations qui devraient sauter. Donc là, l'objectif à Ottawa, là, c'est vraiment qu'on fasse sauter ça pour qu'on sache quels sont les produits qui sont à l'intérieur. D'accord ? Ensuite, ça va. Ensuite, ce qui est important aussi que vous compreniez, c'est que aujourd'hui, on n'a pas une espèce qui a été touchée par les plastiques. On n'a pas une extinction des tortues ou une extinction de certains fous de bassin ou j'en sais rien. En fait, les plastiques, comme ils sont partout, ils vont toucher tous les échelons de la chaîne alimentaire. Et comme ils font toutes les tailles, ils vont vraiment toucher du zooplancton jusqu'aux oiseaux. Aujourd'hui, ce qu'on a quantifié, c'est 1,4 million d'oiseaux marins qui meurent du plastique par an parce qu'ils en ingèrent tellement que ça va obstruer les voies aériennes et leur estomac, qui va faire qu'ils vont mourir de faim. En fait. Voilà, c'est 14 000 mammifères marins qu'on retrouve qui sont morts de faim parce qu'ils n'arrivent plus à manger tellement ils ont eu de quantité de plastique qu'ils ont ingéré. Ça, c'est un des effets le plus visible, celui qui a été le plus médiatisé, les tortues qui ne voient pas bien en fait et qui ne font pas la distinction entre une méduse et un sac plastique. Tout ça, c'est des choses que vous avez vues. Maintenant, ce que vous ne connaissiez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les additifs et toutes ces quantités de produits chimiques. En fait, à partir du moment où on ingère du plastique, on va avoir un relargage de toute cette petite bombe à retardement qu'on appelle, qui est tous ces produits chimiques-là. Il faut que vous sachiez, en fait, quand vous mangez des crevettes, il y a à peu près 7 morceaux de plastique dans votre plat de crevettes, il y a 200 morceaux dans un plat de moule, il y a sur les sels marins, en fait, on en trouve partout dans la bière, partout. Et là, j'avais bien aimé cette étude en fait sur les bouteilles en plastique qui servent. Enfin, ça sert vraiment à rien d'avoir des bouteilles en plastique. C'est une invention qui est faite pour nous faire consommer de l'eau soi-disant propre, mais en fait, elle est souvent propre au robinet. Mais toujours est-il que les gens aiment bien boire en bouteille en plastique. Et là, en fait, ils avaient fait comme ça s'est fait, je vous ai parlé tout à l'heure des nanoplastiques qu'on trouvait dans le sang avec les maladies cardiovasculaires. La même chose, en fait, on a pris une population qui buvait de l'eau du robinet versus une population qui boit tout le temps en bouteille en plastique. Et là, en fait, on retrouvait chez les gens qui, dans leurs fesses, on trouvait à peu près 10 particules. On trouvait dans les bouteilles en plastique 10 particules par litre à partir du moment où
où vous faites avec une bouteille en plastique, ça y est, il y a des centaines de nanoplastiques qui sont à l'intérieur. Et à partir de ça, on est allé regarder dans les FSS et on voit effectivement d'où vient en fait, le problème vient essentiellement de juste le fait d'ouvrir la bouteille. Donc le bouchon il est en polypropylène. C'est essentiellement ce polypropylène qu'on retrouvait en fait dans les FSS humains, et pas le polyéthylène terephthalate qui vient de la bouteille, qui est plus difficile à détecter, quoi. Voilà. Bon bref, pour vous dire que on en mange tous les jours en fait. Et les prévisions, alors maintenant, elles sont assez alarmantes. Aujourd'hui, on considère que dans l'environnement marin, on a une tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons, ce qui est déjà énorme. Et puis, quand on combine la surpêche et l'augmentation en fait, des plastiques, ça veut dire qu'en 2050, on aura autant de plastique que de poissons dans les océans. Là, j'espère que je vous ai convaincu sur le fait qu'il y a un truc qui déconne. Le problème en fait de ce plastique, c'est, je ne suis pas en train de dire que le plastique il n'est pas bien. C'est génial pour faire des trucs comme ça, c'est génial pour faire tout ce qui nous entoure de manière générale, quoi. Mais en fait, on a mal utilisé ce plastique en fait. Le plastique, il est fait pour durer. Alors qu'en fait, on va l'utiliser pendant 1 minute avec un sac plastique et on va le jeter. C'est ça où on s'est planté en fait. C'est dans toute cette histoire d'emballage et de plastique à usage unique. Et en plus, c'est ce qu'on retrouve dans l'environnement, où là, vraiment, on s'est planté. Et c'est vers ça qu'il va falloir qu'on améliore. Alors, maintenant, je vais partir... Donc, je vous ai bien déprimé, là, c'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a moyen de faire quelque chose? Alors, déjà, j'aime bien ça. En fait, on parle d'économie circulaire. Donc, vous connaissez tous l'économie circulaire. Vous avez des concepts de ça. C'est je produis, je consomme, je jette. Ça, c'est l'économie linéaire. Et là, il y a un industriel qui est arrivé qui a dit « Oh, vous inquiétez pas, maintenant on gère. Je produis, je consomme, je jette, mais c'est recyclé. » J'appelle ça de l'économie circulaire. Alors, est-ce que c'est vraiment circulaire? Est-ce que vraiment, tout ce qu'on jette, ça va être recyclé? Alors ça, c'est les pubs qu'on a en France. Le tri se simplifie. Désormais, vous pouvez mettre tout le plastique dans la poubelle. Je ne sais pas quelle couleur elle est ici. Et après, where does it go? Nobody knows. On ne sait pas où ça va. Mais on a fait le bon geste. On a mis dans la bonne poubelle. Allons un peu plus loin et voyons en fait les aberrations entre ce qu'on dit récupérable, recyclable. Est-ce que quand on dit un produit recyclable, est-ce qu'il est vraiment recyclé? Où est-ce qu'on en est? Alors là, en fait, que deviennent nos déchets globalement? Alors, la réalité du truc, c'est que la majorité de vos déchets, ils vont être enfouis, donc on les cache. On les cache où? Plutôt dans les pays asiatiques que chez nous, hein, ça ne nous plaît pas trop d'avoir des trucs, ou alors on les enterre dans un coin près de chez nous. Au Canada, vous avez quand même pas mal de place, donc c'est assez facile à enterrer. Ou sinon, on va les incinérer. Et là, bilan carbone pas forcément terrible, et puis relargage de plein de produits toxiques dans l'environnement, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Voilà. Mais majoritairement, c'est ça. Et le 20%, j'ai pris le 20% de ceux qui disent qu'ils font du recyclage. En réalité, en France, c'est 9%. La majorité des pays au monde, on est à moins de 10% de ce qui est recyclé. Et qu'est-ce qu'on entend par recycler? C'est quoi recycler? J'ai une bouteille en plastique, elle est faite en polyéthylène terephthalate. D'accord? C'est un poly quelque chose. Si toutes les bouteilles en plastique sont faites en polyéthylène terephthalate, comme c'est le cas aujourd'hui, je peux prendre tout ça et je peux refaire du polyéthylène terephthalate. Ça va. Par contre, si je commence à prendre ça ou ça, en fait, il y a à l'intérieur du polypropylène, puis ensuite, dessus, je vais mettre un truc un peu brillant, donc ça va être du polystyrène. Si je commence à faire des mélanges de plastique avec plein d'additifs différents, là, je ne peux pas recycler, c'est pas possible. Donc, il faut des filières de recyclage. Et puis, il faut que ça fasse de l'argent. Les mecs qui font du recyclage, ils ne font pas pour plaisir, ils font aussi ça pour gagner de l'argent. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous, en France, on est capable de recycler la bouteille en plastique, et tout le reste, que dalle. D'accord? Donc globalement, il n'y a pas de filière pour les bâtons de sucette. Il n'y a pas de filière pour tout. Il faut une filière pour chaque truc. D'accord? Parce que les bâtons de sucette, elles ne sont pas toutes faites en polyéthylène. Il y en a certaines qui sont faites en polystyrène. D'accord? Donc c'est impossible à savoir. Et aujourd'hui, les gens qui vous disent « mais si, il faut aller vers le recyclage », tout ça, en fait, le recyclage, on est très très mauvais en recyclage. Donc il ne faut pas imaginer qu'on est à moins de 10%. D'accord? Tout le reste, c'est enfoui et brûlé. Et puis après, dans nos déchets, il y a des déchets organiques, ceux-là, on peut les composter, le rendre à la terre. Je vous parlais de ça aussi, c'est cet export-là, il est hallucinant. Hein. L'export de nos déchets vers les pays étrangers, c'est un vrai marché. Hein. Et aujourd'hui, alors la Chine a décidé d'arrêter il y a 2 ans, elle a dit stop là.
tous vos déchets, là, nous on n'arrête pas de nous critiquer, on pollue trop, parce qu'en fait après, moi j'ai eu la chance d'aller une fois au Vietnam pour voir ce que c'était qu'une usine de recyclage de déchets qui venaient de France, donc on a suivi le truc avec une émission, etc. Et en fait le recyclage, c'est hallucinant. Déjà on arrive avec notre scooter, là, bien polluant déjà, et puis on arrive, ça fouette, hein, franchement ça pue à des kilomètres, et puis on arrive dans une énorme baie, là, enfin une énorme, pardon, pas une baie, des montagnes tout autour de nous, avec des bouchons bleus, là. Enfin, c'est hallucinant. La montagne est transformée en déchets. Et puis là, globalement, ils brûlent. Les gens, en fait, ils cuisinent et ils brûlent nos déchets, quoi. Et ils cuisinent sur nos trucs en plastique. Et après, il pleuvait et tout ça, ça se barre avec la pluie, ça finit dans le fleuve. Et le fleuve, on voit plus l'eau. Voilà. Donc, c'est ça qu'on envoie, en fait. Et bêtement, en fait, on consomme mal. Et la conséquence de ça, c'est que de l'autre côté de la planète, eux, ils ont leur fleuve. Peut-être avez-vous vu ces images de fleuves qui regorgent de plastique. Ils viennent de chez nous, en fait, ces déchets-là. C'est pas eux qui les produisent. D'accord ? Alors, un autre truc, c'est, ok, alors on arrête avec les plastiques là, on arrête avec les plastiques dangereux et on va substituer. Et ça, c'est l'autre truc que les industriels disent, ok, on va changer nos chaînes de production et on va partir vers d'autres trucs. Pourquoi pas vers les biodégradables. Alors les biodégradables, on est capable de faire des trucs qui sont biosourcés, c'est-à-dire qui viennent de l'agriculture, par exemple. On est capable de faire des polymères à partir de pommes de terre, à partir de maïs. Bon, alors attends, si j'utilise des pommes de terre et du maïs, le maïs, ça prend pas mal de flotte quand même. Il y a aussi le problème des pesticides, tout ça pour faire des sacs plastiques. Est-ce que ça vaut le coup ? Je suis pas sûr en fait. Donc du coup, là, c'est super d'avoir des trucs bio. C'est la classe, mais en fait, on est en train d'utiliser des terres agricoles, alors qu'on est quand même censé manger avec ces terres agricoles pour faire des sacs plastiques. Donc là, on dit, bon, biosourcé, c'est super, hein, il y a des labels, machin, ça fait écolo, c'est en vert, ok, machin, bon. Après, il y a le truc ok compost. Alors ça, c'est le truc qui est biosourcé, et puis on va réussir à faire là. Alors celui-là, il s'appelle c'est un acide polylactique, le PLA, et on vous vend le truc comme étant, c'est beau ça. Ça donne l'impression que tout va bien. En fait, pour que celui-là il se dégrade vraiment dans l'environnement, il faut le mettre dans un compost industriel, ce qui arrive dans très peu de cas pour nos déchets, hein, parce que nos déchets ils vont partir à la poubelle, donc ils n'arriveront jamais dans un compost, sauf si on fait l'effort d'amener ce sac qui a une vocation d'aller dans un compost. D'accord ? Ce PLA, en fait, il est capable, sa température vitreuse, c'est-à-dire la température de solide vers liquide, c'est à peu près vers 60 degrés. Donc dans un compost, ça monte à 70 degrés. Donc tout ça, ça se dissout et c'est effectivement mangé par les bactéries. Donc c'est effectivement compostable. C'est magnifique. Mais vous pensez dans votre tête, c'est bio, c'est compostable, je peux le libérer dans l'environnement. Ce truc-là n'arrivera jamais à 60 degrés dans l'environnement. D'accord ? Donc celui-là, ne croyez pas qu'il se biodégrade, il ne se biodégrade pas du tout dans l'environnement. Okay ? Et c'est qu'un déchet comme un autre finalement. Donc tout le truc de dire oui, il faut aller vers le compostable, tout ça, ça ne marche pas. Ensuite, on a les bioplastiques, les oxodégradables, les recyclables. Vous avez compris que le recyclable, moyen. Les oxodégradables, c'est je mets plein de cobalt, manganèse et des métaux lourds qu'ils mettent à l'intérieur pour que ça favorise les ultraviolets et que ça se transforme en microplastique. Et puis après, ça reste microplastique. Mais on ne le voit plus. Donc ça marche très bien en Afrique, par exemple, où il y a pas de collecte, plein de sacs plastiques sur les arbres, etc. Ils étaient ravis d'avoir ça parce qu'on ne le voyait plus, c'était génial. Mais en fait, on regarde par terre et c'est rempli de microplastiques. Donc du coup, en fait, les biodégradables aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, parce que moi-même dans le labo, on est en train de créer des plastiques biodégradables qui sont faits à partir de bactéries, qui sont faciles à manger par des bactéries. Ça existe, mais l'idée quand même, c'est de dire le biodégradable, c'est pas une solution en fait, c'est pas un substitut pour tout. On va pas faire tout en biodégradable. Ça ne marche. Par exemple, nous on accepte des contrats avec, par exemple, des bouées météo qui sont perdues en mer. Bon, quand ça arrive et qu'on est sûr que ça finit en mer, d'accord. Par exemple, on travaille aussi sur les crèmes qu'on se met tous sur le visage là, les crèmes magiques. Vous connaissez ces super crèmes là ? On met la crème. Les rides disparaissent. Alors il y a des oligos, machin, je sais pas quoi dedans. En frais, qu'est-ce qu'on fait ? On met des microbilles de plastique et on se plastifie le visage et comme ça brille. C'est pour ça qu'on brille. Hein. C'est pas parce qu'il y a des oligos, je sais pas quoi dedans. Hein. C'est parce qu'on fout ça du plastique. Et quand on se douche, tous ces microbilles, en fait, elles partent dans l'environnement. D'accord ? Donc déjà, nous, on est en train de transformer ces microbilles pour que ça continue à nous faire briller, mais que ça soit des trucs biodégradables. Pareil, les films de paillage, vous avez vu en agriculture, il y a plein de trucs. On emballe les trucs de paille et tout ça, ça finit dans l'environnement. Donc là, pour ces applications dont on sait qu'elles vont finir dans l'environnement, ok, biodégradable, on peut y aller. Mais tout le reste, il ne faut pas rêver d'un truc magique qui va se substituer. D'accord ? Donc nous, notre objectif, là, avec la coalition scientifique, c'est une fois qu'on a fait tout ce constat, on se dit, en fait, ça c'est la courbe de la production mondiale de plastique. Vous voyez que depuis les années 70,
Ça ressemble bizarrement à l'augmentation de température de la planète. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Là, en 2022, on est à plus de 400 millions de tonnes de plastique qui sont produits par an. Faut pas croire que le recyclage va résoudre ça. Faut pas croire qu'on va réussir à substituer ça. Faut pas croire que la collecte va être meilleure. Avec ces quantités-là, en fait, on va continuer à augmenter en fait la pollution plastique largement. C'est ça qui nous amène à nos prédictions en 2040, 50, là, d'avoir autant de plastique que de poissons dans l'environnement. Donc nous, ce qu'on propose avec les coalitions scientifiques, c'est de réduire de moitié déjà pour 2040 la production, ce qui réduira forcément par votre conséquence les quantités de plastique qui finiront dans l'environnement. Et ça, c'est la seule chose qu'on dit aujourd'hui. Tout à l'heure, en fait, tu vois, tu parlais des 5 R. Alors, les 3 R les plus importants, en fait, c'était recycler, que moi j'appelle décycler, parce qu'en fait, c'est pas du recyclage. On ne recycle pas. Quand on fait du verre et quand on part du verre et qu'on refait du verre, ça c'est du recyclage. Le plastique, en fait, si je veux refaire une bouteille en plastique, même si ça vient du polyéthylène terephthalate, là, je vais mettre à peu près 6% de plastique recyclé, plus 94% de plastique neuf, et ma bouteille, elle sera dite recyclée. D'accord? Donc, c'est du décyclage, en fait. J'allonge la durée de vie du plastique. Je ne le transforme pas en un produit qui Pourquoi? Parce que quand je vais réchauffer le plastique, il va perdre dans ses qualités. Ce qui n'est pas le cas du verre ou ce qui n'est pas le cas du métal, par exemple. D'accord? Donc on parle le recyclage. Aujourd'hui, j'ai mis 20% pour leur faire plaisir. Globalement, ce qu'on fait, le deuxième R, c'est incinérer et enfouir. D'accord? Donc moi, j'ai pris les R à l'envers, là. La transition plastique, j'aime bien ton titre. C'est vraiment ça, en fait, et c'est l'objectif de cet accord mondial pour la prévention de la pollution plastique. C'est réduire, 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 réduire. Vraiment, la majorité de ce qu'on doit faire, c'est réduire. La réutilisation, c'est anecdotique, parce que réutiliser des cups, ça c'est une mauvaise idée, par exemple, parce que plus vous allez réutiliser les cups, plus vous allez bouffer du plastique. Donc réutiliser pour certains usages, ok, et surtout décycler un petit peu. Voilà. Mais la majorité du message ici, c'est ce qu'on va dire dans les prochaines semaines à tous les États, c'est qu'il faut absolument réduire, et réduire de moitié, c'est pas impossible, parce que si déjà l'Europe a mis en avant le fait qu'on était capable d'arrêter les emballages, j'arrête déjà la moitié de la production mondiale. D'accord? Donc, en réduisant les emballages, en réduisant les plastiques à usage unique, je vais réussir finalement à avoir cet objectif ambitieux. Une autre chose, en fait, un peu de pub pour ce qu'on fait, nous en France, en plus de cette coalition scientifique, donc là qui est internationale. Nous, ce qu'on fait en France, c'est qu'on a monté un réseau qui est assez unique, qu'on appelle Polymère Océan. Là, on a 250 chercheurs qui bossent ensemble sur des aspects physiques, biologiques, sociétaux, l'économie, etc. On a réussi à faire un groupement de chercheurs ensemble. Et puis, on a réussi aussi à faire un collège d'entreprises où on a des gros industriels avec lesquels on peut parler. Donc, Chanel, Haribo, Carrefour, l'Occitane en Provence, des grosses boîtes, en fait, qui existent sur notre territoire. Et l'idée, en fait, c'est qu'on favorise le dialogue entre les industriels qui sont en train de faire cette transition plastique. Toutes ces boîtes, en fait, elles ont vraiment envie de sortir du plastique, qu'on arrête de les pointer du doigt, sur tout ça. Et on les aide en tant que scientifiques, en fait, pour répondre à leurs questions, pour leur dire ça, le bilan global, quand on fait l'analyse du cycle de vie complet du plastique, ça, vous allez aller dans une mauvaise direction. Et nous, les scientifiques, on va vous critiquer derrière. Donc, on travaille de plus en plus ensemble. Et puis, j'ai aussi monté une boîte qui s'appelle Plastic at Sea, là, dans mon labo, où l'intérêt, en fait, c'est de faire converger en fait notre connaissance académique et l'appliquer en fait avec des industriels. Voilà, et j'en ai terminé pile dans les temps. Il est 29, t'as vu ça? Incroyable.